Good morning, buenos días. Monsieur le directeur de la division Afrique centrale, Madame la directrice Afrique du programme des Nations Unies pour le développement, Monsieur le sous-secrétaire général à l'appui à la consolidation de la paix, Excellences, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, Monsieur le Président, vous me permettrez très sincèrement de vous prier d'accepter notre gratitude, la reconnaissance du Tchad, du gouvernement tchadien, de ce que cette présence massive, à l'occasion de cette réunion spécifique consacrée à mon pays, est un témoignage, s'il faut le montrer, de ce que le Tchad peut compter sur la solidarité, la compréhension de la communauté internationale dont nous sommes dans le siège. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués participants, c'est un grand honneur pour moi et un réel plaisir de venir devant votre auguste assemblée, présenter au nom du gouvernement de la République du Tchad la situation de mon pays en termes d'opportunités et de défis dans le domaine de la consolidation de la paix. Je voudrais avant tout, propos, de nouveau exprimer la gratitude du gouvernement de la République du Tchad et du peuple tchadien aux partenaires internationaux, bilatéraux, multilatéraux, et en particulier à la grande famille des Nations Unies pour le soutien constant et combien multiforme qu'ils ne cessent de fournir à mon pays, le Tchad. Nos remerciements vont tout spécialement au Fonds de consolidation de la paix qui a autorisé en 2018 le financement de plusieurs projets d'une valeur de 13 millions de dollars au profit du Tchad. Ces projets, dans leur ensemble, ont visé à consolider la paix à travers, entre autres, la participation de la jeunesse aux mécanismes de gestion et de prévention des conflits au niveau communautaire, l'appui à la participation des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix, la prévention des conflits intercommunautaires et la contribution à la paix à travers le développement d'un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Difa et du Kanem, à la frontière, bien sûr, du Niger et du Tchad. La restauration de la paix et du dialogue entre les communautés affectées par la transhumance transfrontalière Tchad-Centrafrique et la consolidation de la paix à travers l'adaptation au changement climatique et la résilience des moyens d'existence des populations de la région du lac Tchad. Le gouvernement tchadien, par ma voix, tient à vous assurer que toutes les dispositions sont prises en vue d'une mise en œuvre adéquate de ces projets pour le grand bénéfice de nos populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour rappel, le Tchad a connu peu après l'indépendance des troubles politiques ayant conduit à la guerre civile de 1979 à 1980, dont nous connaissons, pour ceux qui connaissent le Tchad, des conséquences encore aujourd'hui dramatiques. Un journal panafricain n'a-t-il pas dit que le Tchad est un État néant? Il s'en est suivi une longue période marquée par le conflit territorial sur fond d'instabilité interne. Et depuis 1990, date marquant l'avènement de la démocratie, le Tchad connaît une stabilité plus ou moins durable, ponctuée de moments de troubles, comme ce fut le cas en avril 2006 et en février 2008, où les groupes armés ont tenté de déstabiliser les institutions de la République, n'eût été la vigilance et la détermination de nos forces de défense et de sécurité, sous le leadership du président Idriss Déby Itno, et qui ont permis de les battre et de neutraliser la menace de ces terroristes. Dès lors, le pays vit une période de paix intérieure relative, mais qui, hélas, est constamment menacée par les crises et les conflits
se déroulant dans notre environnement immédiat. Comme tout le monde le sait, le conflit au Darfour, la crise libyenne au nord du Tchad, les troubles en République centrafricaine dans son sud et les attaques terroristes répétées de Boko Haram au Nigeria, au Niger et au Cameroun. Vous remarquez là que l'ensemble des frontières du Tchad est miné, n'est-ce pas, par ces troubles que je viens de citer. À titre illustratif, de 2015 à décembre 2018, au moins 36 attaques de Boko Haram ont été enregistrées. J'ai dit au moins parce que peut-être à l'heure où nous parlons, des attaques se poursuivent encore. Et sur le territoire tchadien, et qui ont occasionné 636 pertes en vies humaines. C'est quand même assez catastrophique comme chiffre et dramatique. Dans un contexte régional marqué par la persistance des conflits et la recrudescence des attaques terroristes, le Tchad est resté jusqu'aujourd'hui un verrou pour la stabilité d'une bonne partie de l'Afrique. En effet, de par sa position géographique de carrefour entre l'Afrique du Nord, du centre, de l'Est et de l'Ouest, la stabilité du Tchad est, à n'en point douter, la stabilité de toutes ces parties de l'Afrique. Mesdames et messieurs, la paix et la stabilité que vit le Tchad aujourd'hui ne sont aucunement les fruits du hasard. Elles sont les résultats d'un dur labeur et des décisions politiques pertinentes prises par le gouvernement de la République du Tchad. Mon pays a en effet mobilisé des moyens humains, matériels et financiers conséquents pour renforcer la sécurité tout le long de ses frontières aux fins d'empêcher toute intrusion d'éléments hostiles et toute contagion des troubles qui frappent le voisinage immédiat. De même, l'intervention tchadienne au Mali, en République du Mali, République sœur du Mali, bien sûr, en 2013, au cours de laquelle les soldats tchadiens ont activement participé à la bataille d'Adrar et des Ifogas, qui a été décisive par l'infliction des pertes considérables aux terroristes ayant changé le cours de la guerre contre les djihadistes au Mali. Le Tchad continue sa participation à la stabilisation du Mali à travers son contingent de la MINUSMA, dont il est le deuxième plus gros contributeur de troupes, soit près de 2000 soldats. En outre, l'armée tchadienne est intervenue dans le cadre de la coopération sécuritaire et sous-régionale de concert avec les forces gouvernementales du Cameroun, du Nigeria et du Niger pour mettre hors d'état de nuire Boko Haram et le déloger des territoires conquis. Aujourd'hui, Boko Haram est considérablement réduit, même s'il conserve des capacités de nuisance certaines. Les efforts sécuritaires collectifs dans la sous-région continuent dans le cadre de la force multinationale mixte dans le bassin du lac Tchad et de la force conjointe G5 Sahel. Les efforts sécuritaires que consent ces pays, le Tchad, couplés aux difficultés budgétaires occasionnées par la chute des cours du pétrole depuis 2015, ont sérieusement impacté la situation économique et financière du pays. Ces dépenses sécuritaires, ce que nous pouvons appeler dépenses et que nous on appelle investissement sécuritaire, absorbent plus de 30% des recettes du budget national et partant réduit significativement la capacité de l'État à mettre pleinement en œuvre les objectifs du développement durable de l'agenda 2030. Le Tchad est aujourd'hui encore sous le coup de ces difficultés qui rendent problématique l'atteinte des ODD à travers le plan national de développement 2017-2021. Je voudrais à cet égard, à partir de cette tribune, dire à la communauté internationale que ces efforts du Tchad méritent d'être constamment et fortement soutenus, car en assurant sa propre sécurité
et en contribuant à la sécurisation de la sous-région, le Tchad se sacrifie pour la paix et la sécurité internationale. Mesdames et messieurs, dans les jours prochains, j'aurai l'honneur de présenter, au nom du gouvernement de la République du Tchad, notre premier examen national volontaire au forum politique de haut niveau dont les travaux ont démarré hier. L'examen national volontaire révèle que les progrès importants ont été réalisés dans la mise en œuvre des ODD en termes de politique sectorielle et de l'amélioration du cadre légal et réglementaire. Il s'agit, entre autres, sur les questions de genre et d'équité. La loi numéro 0022 PR 2018 instituant la parité dans les fonctions nominatives et électives en République du Tchad. La loi 029 PR 2015 portant l'interdiction du mariage d'enfants. La loi portant interdiction de la traite des personnes. Et la loi régissant l'aide juridique et l'assistance judiciaire en République du Tchad. Sur les questions économiques, la mise en place du comité sur le climat des affaires, présidé par le chef de l'État, la création d'une chambre de répression des crimes économiques et financiers auprès du tribunal de grandes instances de Djamena démontre la volonté du Tchad d'améliorer ces secteurs qui intéressent la paix et sa consolidation. En outre, les réformes institutionnelles ont été adoptées, notamment la mise en place des institutions de la 4e République qui visent à assurer une stabilité et une efficience économique pour renforcer la bonne gouvernance, gage de paix, de sécurité et de développement durable. Mesdames et messieurs, en dépit des efforts réalisés, d'énormes défis et de taille demeurent encore. Il s'agit notamment de l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, l'accès aux énergies durables et à moindre coût, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que l'accès aux soins de santé. Au Tchad, les effets... C'est pourquoi le gouvernement tchadien est pleinement engagé dans la mobilisation des ressources internes et externes pour la mise en œuvre des priorités nationales de développement inscrites dans le plan national de développement et dans la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Ainsi, des mesures d'assainissement des régies financières ont été prises en vue d'un meilleur recouvrement des recettes. Une amélioration des recettes fiscales et douanières est aussi constatée. Une réunion mensuelle à cet effet est consacrée aux régies financières et organisée autour du président de la République chaque semaine pour veiller au suivi de la mise en œuvre de ces mesures. Sur le plan de la mobilisation des ressources externes, le gouvernement a organisé en septembre 2017 une table ronde à Paris ayant abouti à l'annonce de plus de 20 milliards de dollars de la part des bailleurs de fonds publics et privés. Récemment, du 26 au 28 juin 2019, s'est tenue à Djamena la première édition du Forum économique Tchad-Monde arabe qui a regroupé des délégations d'investisseurs arabes, internationaux et de la sous-région. À cette occasion, plus de 800 millions de dollars ont été mobilisés autour des projets concrets dans les domaines des infrastructures, des chaînes de valeur, de l'eau et de l'éducation. Le gouvernement tchadien est à l'œuvre en vue d'accélérer la concrétisation des annonces faites durant toutes ces rencontres. Mesdames et messieurs, nonobstant les efforts que le gouvernement ne cesse de déployer sur le plan de la mobilisation des ressources domestiques et externes, le pays reste sous la pression des efforts sécuritaires qui sont bien entendu indispensables. Le Tchad est également tributaire de facteurs structurels à la source de multiples vulnérabilités que sont la pauvreté chronique, l'enclavement, la dégradation de l'environnement, les effets du changement climatique, etc. Ces derniers en particulier, je parle des effets du changement climatique, continuent d'être une source d'inquiétude pour le gouvernement.
car le Tchad étant un pays sahélien, subit de plein fouet les effets du changement climatique qui cause la perte de la biodiversité, entraînant ainsi la dégradation de son écosystème. Au Tchad, les effets du changement climatique sont à la base de la dégradation prononcée des sols, rendus impropres à la pratique des activités agricoles et pastorales, et l'irrégularité des précipitations, de l'allongement des périodes de sécheresse, entraînant un mouvement des populations des zones affectées et exacerbant les tensions intercommunautaires sur fond de compétition accrue d'accès aux ressources, ces ressources d'ailleurs qui se raréfient. L'achèvement du lac Tchad est sûrement l'impact le plus emblématique du changement climatique. Faut-il le rappeler que pendant la sécheresse des années 80, le lac Tchad a perdu plus de 90% de sa superficie, affectant plus de 30 millions de personnes vivant dans son bassin conventionnel. Dans ces contextes de crise permanente, les efforts d'éradication de la pauvreté et les actions de développement durable s'en trouvent largement compromis. La situation humanitaire est également un défi majeur au Tchad, car ce pays est le 4e au monde qui accueille des réfugiés proportionnellement à sa population, c'est-à-dire autour de 3% de sa population est constituée de personnes en déplacement. La présence au pays de plus de 451 000 réfugiés, dont 121 000 personnes déplacées internes, exerce une pression importante sur des maigres ressources du Tchad, et ceci contribuant au retard dans la mise en œuvre des actions de développement. Bien évidemment, le Tchad, qui a traversé des périodes difficiles ayant entraîné le départ de plusieurs milliers de ses concitoyens vers les pays voisins, restera à jamais les bras ouverts pour accueillir nos frères et sœurs d'autres pays fuyant les conflits et les autres catastrophes. C'est le lieu de remercier les partenaires internationaux, notamment les agences des Nations Unies, pour le soutien précieux qu'ils apportent au gouvernement dans le cadre de la gestion et de l'insertion des réfugiés et des personnes déplacées. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, malgré les difficultés, les efforts du gouvernement ont permis de réaliser des progrès. Ces efforts vont se poursuivre afin de faire face aux multiples défis. Pour ce faire, le Tchad compte sur ses partenaires pour l'aider dans la mise en œuvre du plan national de développement 2017-2021, qui est l'articulation parfaite, l'articulation quinquennale parfaite de sa vision 2030, le Tchad que nous voulons. Cette vision a pour objectif de consolider les bases de la bonne gouvernance et de l'état de droit, tout en renforçant la cohésion nationale et créer des conditions d'un développement durable. Elle est articulée autour de 4 orientations stratégiques qui sont 1. Le renforcement de l'unité nationale. 2. Le renforcement de la bonne gouvernance et l'état de droit. 3. Le développement d'une économie diversifiée et compétitive. Et 4. L'amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne. C'est dans cette perspective qu'en septembre 2017, dans sa lettre d'éligibilité, le gouvernement a déterminé les 2 secteurs prioritaires pour un soutien du Fonds de consolidation de la paix, à savoir la bonne gouvernance et le renforcement de l'état de droit, notamment le renforcement des relations entre les acteurs étatiques et non étatiques, et le renforcement de la résilience des communautés vulnérables. En sus de ces secteurs, le gouvernement accorde une importance particulière à la lutte contre l'extrémisme et la radicalisation, un appui aux mécanismes locaux de déradicalisation et de réinsertion des repentis permettra à la société de récupérer ses filles et ses fils égarés et de tarir les sources de recrutement des terroristes. La création d'emplois pour réduire le chômage des jeunes par un appui aux petites exploitations agro-pastorales locales, aux groupements féminins et la promotion des petits métiers. L'appui à la promotion des mécanismes nationaux et locaux de dialogue interreligieux et intercommunautaire en vue de la prévention et de la résolution des conflits intercommunautaires. La concertation est en cours
pour l'élaboration d'autres projets allant dans le même sens. La mise en œuvre de tous ces projets pourrait permettre de réduire l'insécurité en raison de fortes corrélations entre le développement et l'insécurité. En effet, le faible développement, en restreignant les possibilités d'accumulation de capital humain et les opportunités d'insertion des jeunes, favorise les comportements de révolte et de violence. Par ailleurs, de tous ces domaines prioritaires d'urgence pour la consolidation de la paix, il convient de souligner que la paix durable passe par le développement. Et ce dernier ne pourra se réaliser sans la mise en place de grands projets infrastructurels tels que la construction des routes, des chemins de fer, des centrales électriques, des barrages, etc. Le développement passe également par des avancées structurelles dans le domaine de l'éducation, de la santé publique, de la mécanisation agricole, de l'industrie, de l'habitat, mais aussi par le respect des droits de l'homme, la promotion de la femme et des jeunes, la justice pour tous, etc. Tous ces éléments sont au centre de nos stratégies de développement en ligne avec l'agenda 2030. Pour finir, je voudrais exhorter une fois de plus nos partenaires bilatéraux et multilatéraux de ne pas perdre de vue tous ces domaines, tous prioritaires et qui sont à la base du développement durable et inclusif, gage de paix et de sécurité durable. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le président de la Commission pour son leadership et pour avoir convoqué cette réunion. Monsieur le ministre, bienvenue à New York et félicitations pour la brillante communication que vous venez de faire sur non seulement les défis, mais également les grandes opportunités qui existent au Tchad et dans notre région. Mon intervention porterait sur principalement deux questions. D'abord, les défis sécuritaires, ensuite, les défis liés au développement. Sur les défis sécuritaires, je voudrais, Monsieur le ministre, vous dire que je partage entièrement votre analyse sur les défis sécuritaires que vous avez évoqués, non seulement au Tchad, autour du Tchad, mais également dans la région du Sahel, et indiquer que, comme le chef d'État aime souvent le rappeler, que ces défis concernent, c'est vrai, nos pays, concernent nos populations, mais ils concernent également le reste du monde. Et que c'est vraiment le moment de se mobiliser à nos côtés pour nous aider à stabiliser nos pays, pour la paix dans nos pays et pour la paix pour le reste du monde. Vous voyez les chiffres que le ministre a donnés, 30% du budget national d'un pays à ressources limitées investi seulement dans le domaine de la sécurité. Et pendant ce temps, les défis sécuritaires ne font qu'augmenter. Monsieur le ministre, vous avez également évoqué la brillante intervention du Tchad au Mali à partir de janvier 2013. Je voudrais justement porter ce témoignage. J'étais au cabinet du Premier ministre à l'époque et je sais le rôle déterminant des braves soldats tchadiens dans les régions les plus hostiles du Mali à l'époque, anciennement occupées par des groupes terroristes. Je sais les sacrifices humains, matériels et financiers que vous avez dû consentir pour arriver aux résultats auxquels nous sommes parvenus. Et je voudrais tout simplement dire qu'au Mali, nous n'avons jamais oublié ces sacrifices. Au Mali, nous n'avons jamais oublié ce pacte de sang que nous avons signé avec le Tchad à partir de cette intervention. Je sais que les relations étaient déjà bonnes, mais à partir de janvier 2013, les relations entre le Mali et le Tchad ont pris une dimension particulièrement importante. Vous n'êtes pas arrêté là, vous avez dû contribuer également des soldats à la MINUSMA aujourd'hui. Et ces soldats, je sais, sont aujourd'hui déployés dans les zones les plus hostiles parmi toutes les régions dans les régions du Mali. Je voudrais également porter ce témoignage et dire également que c'est une preuve supplémentaire de bravoure et de courage de nos frères tchadiens à nos côtés. Je voudrais tout simplement également ajouter la contribution du Tchad à la force conjointe du G5 Sahel. Contribution non seulement humaine, matérielle, mais également contribution financière que vous apportez à l'opérationnalisation parfaite de cette force dans notre région. Donc voyez-vous, c'est un investissement qui est lourd à porter pour un pays à ressources limitées, pour un pays vaste, surtout que les défis entourent, ces défis sécuritaires entourent
toutes les régions. Donc je voudrais porter justement ces témoignages et dire que je partage entièrement l'appel du ministre sur ce plan. Aidez-nous à stabiliser le Tchad, aidez-nous à stabiliser les pays de la région, pour la paix dans la région et pour la paix dans le reste du monde. Les défis de développement, vous l'avez évoqué, monsieur le ministre. Il n'y aura pas de stabilité durable, nous en sommes convaincus, sans que nous soyons à mesure, nos pays, à mesure d'apporter de l'espoir, apporter le développement à nos populations. Et je pense que c'est tout le sens justement de la réunion d'aujourd'hui. Je voudrais saluer l'apport combien déterminant du Fonds de consolidation de la paix à nos côtés. Et d'ailleurs, si les Nations Unies ont une visibilité dans nos pays, en plus de l'appui sécuritaire, la meilleure façon d'avoir le cœur de nos populations, c'est justement l'accompagnement dans le domaine du développement, la réalisation des projets de développement à impact surtout rapide. Et dire que je souscris entièrement à l'appel qui a été lancé par le ministre par rapport à tous les défis au plan de développement qu'il a souligné, le plan national de développement qu'ils ont, que leurs partenaires se mobilisent à nos côtés pour mobiliser les ressources devant aider à la réalisation de ces projets sur le terrain. Donc je voudrais m'arrêter là et donner la possibilité à d'autres de prendre la parole. Mais monsieur le ministre, encore une fois, merci de l'intérêt que vous avez porté aux travaux de la Commission et j'espère que les appels que vous avez lancés seront entendus. Je vous remercie. Je trouve très important et merci beaucoup au ministre d'être venu et avoir pris l'initiative de rencontrer cette commission. Je trouve ça très important et remarquable. Je ne dois pas répéter les défis devant vous trouvez, les crises dans la région, le changement climatique, le nombre de réfugiés que vous devez héberger, la pauvreté, le sous-développement, etc., la démographie. C'est pour ça que l'Allemagne est très soutenant des efforts du Fonds de consolidation de paix de s'y engager. Et je trouve aussi que les projets que M. Taranko de Oscar vient d'écrire sont des très bons projets. L'Allemagne estime très haut la contribution du Tchad pour la sécurité de la région. Comme mon collègue de Mali vient de dire, le MINUSMA sans les troupes de Tchad n'étaient pas ce qu'ils sont. Aussi pour le combat contre Boko Haram, les troupes de Tchad sont très importants et nous apprécions beaucoup. Nous soutenons vos troupes, nous soutenons avec des casques, des vestes de protection, des patrouilleurs et nous voulons continuer à vous soutenir. En même temps, l'Allemagne est le premier ou deuxième donateur qui soutient le fonds de consolidation de paix et nous continuons à le faire parce que nous pensons que ce travail est accompli dans votre pays est très important. Vous avez vous-même, Monsieur le ministre, indiqué que vous êtes venu ici, naturellement, premièrement pour venir ici, mais deuxièmement aussi pour participer aux réunions qui sont ici autour du SDG 16, question de paix, justice, des institutions fortes. Et vous avez vous-même indiqué que ça, c'est une section, une partie de votre politique qui est très important, qui est peut-être encore sous-développée et je voudrais vous encourager. Je voudrais vous encourager de continuer de travailler pour vous citer sur la bonne gouvernance, pour inclure des acteurs non étatiques et peut-être une proposition pour la présidence. La prochaine fois qu'une telle réunion, on pourrait inviter aussi un représentant de la société civile, aussi faire témoignage de la situation sur place. Tout à fait, nous soutenons, c'est ce que vous venez de dire, Monsieur le Ministre, que la paix durable passe par le développement et c'est pour ça qu'il faut y investir, le respect des droits de l'homme,
l'inclusion des femmes, des enfants. Il y avait la question des élections. Nous pensons que c'est très important d'avoir des élections, mais naturellement, les élections doivent être organisées d'une façon où l'opposition est inclue, où là, je voudrais vous encourager d'ouvrir les médias, l'Internet à l'opposition et permettre accès à tous les partis et encore une fois, inclusion des femmes et des enfants. Pour terminer, encore une fois, merci d'être venu. Félicitations à ce que vous avez fait. Bon courage à tout le travail et l'Allemagne va continuer à vous soutenir dans ce chemin. Merci. D'avoir organisé cette réunion fort importante et je voudrais surtout féliciter le Tchad pour son courage parce que cette réunion se tient à la demande du gouvernement tchadien, ce qui est un acte politique très important qu'il faut saluer. Je voudrais remercier M. le ministre pour sa présentation, fort éloquente, plein d'informations, mais également d'engagement en faveur de son pays. Je remercierai également les panélistes. Monsieur le Président, je dois reconnaître que j'avais une déclaration écrite, mais pour le Tchad, je préfère parler avec mon cœur. J'ai été très touché par le fait qu'il y avait un élément qui est intervenu pratiquement dans toutes les interventions. Le Tchad était, durant la décennie écoulée, un havre de paix, de développement. Et c'était un pays stable. Pourquoi maintenant il ne l'est plus? C'est ça la véritable question qu'il faut qu'on se pose. On n'est pas là pour donner des leçons. On n'est pas là pour dire au Tchad, vous devez faire ça et ça et ça. On doit tout d'abord faire l'analyse, le diagnostic. Pourquoi le Tchad est passé d'un stade, d'un pays stable, démocratique, prospère en quelque sorte, d'un pays qui a besoin d'aide? Tout simplement, je vais identifier trois raisons. Le Tchad est victime de la situation géographique. Il est entouré de pays en crise, en conflit, armés. Et de ce fait, il y a toujours une influence négative. Il y a toujours l'impact de l'instabilité de ces pays sur le pays concerné. Le Tchad, il est également victime de son hospitalité, parce qu'il accueille 1 demi-million de réfugiés. Certes, le Haut Commissariat aux réfugiés fait son devoir, la communauté internationale, mais ce n'est pas suffisant, parce que ces réfugiés, il faut assurer leur sécurité. Il n'y a pas que quand on a des milliers, des centaines de milliers de réfugiés sur un territoire, il y a le problème de sécurité, il y a le problème de leur scolarité, de leur mobilité. Tout cela, c'est un fardeau considérable pour le Tchad. Et le Tchad tout seul ne peut pas le faire. Troisième raison, je dirais, le Tchad est victime de la perception qu'il est perçu davantage comme un pays qui stabilise la région. Mais avant de pouvoir stabiliser la région, il faut aider le Tchad à se stabiliser lui-même, à maintenir son équilibre, à maintenir sa propre stabilité. Le Tchad, et on l'a entendu ce matin, est présent pratiquement dans les opérations. Deuxième fournisseur de l'aménagement. C'est important. Le Tchad participe à la lutte contre Boko Haram. C'est très important. Le Tchad, pratiquement dans les autres, en République centrafricaine. Mais le Tchad, il est là avec son armée, avec ses soldats, avec ses hommes et ses femmes. Mais le fait d'envoyer toutes ces troupes en dehors du pays, ça affaiblit le Tchad, ce qui fait que sa situation s'est fragilisée. Il y a l'impact climatique, il y a le mouvement des populations, il y a les problèmes pastoraux, les luttes entre les tribus, les ethnies, l'élevage, les zones vertes. C'est je dirais un magma de facteurs qui font que le Tchad
est malheureusement dans une situation qui n'est pas enviable. La situation maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Le secrétaire général, je voudrais le remercier ici, a déclaré l'éligibilité du Tchad pour bénéficier du fonds de PBS, ce qui est une décision très importante. Et nous savons tous que les deux critères qui sont très importants, c'est la gouvernance et c'est encourager la résilience des populations vulnérables. Nous pensons que ces deux critères se réunissent dans le Tchad. D'où l'importance de PBS. On ne peut pas à lui seul assurer le développement du Tchad, financer le projet. J'étais vraiment impressionné par le nombre de projets que M. Tarasco nous a présentés ce matin. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il nous faut, c'est une perception macro-économique du développement. Et non pas... Parce que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est du colmatage. Et ce n'est pas suffisant. Le pays, pour pouvoir se relever, faire face aux problèmes de sécurité, de développement, assurer également la bonne gouvernance, il a besoin de la solidarité internationale, régionale, il a besoin de la solidarité de l'Afrique. Nous avons relevé avec vraiment beaucoup d'appréciation qu'en 2017, il y a eu la table ronde des contributeurs. 20 milliards qui ont été proposés ou plutôt annoncés. Ben, quand on se pose la question, est-ce que ces 20 milliards sont là? Ben, malheureusement non. Parce qu'on a ces derniers temps cette tendance à aller aux réunions des contributeurs et à faire pratiquement le show-off en annonçant des milliards. Et quand on vient pour demander où sont ces milliards, où est-ce qu'ils sont, le respect et la concrétisation des engagements, ben, il n'y a rien. Parce que ce qui importe pour un certain nombre de donateurs, c'est l'annonce, l'effet d'annonce le premier jour, soit à Bruxelles, soit à Washington, soit à New York, soit quelque part d'autre. Et c'est là la situation du Tchad. Il est seul. Le Tchad, comme l'a dit M. le ministre, a besoin de la solidarité maintenant, la solidarité de tout le monde. Le Tchad a besoin qu'on l'aide, parce que le Tchad, c'est pratiquement le cœur de la stabilité au Sahel, le cœur de la stabilité de l'Afrique centrale, le cœur de la stabilité de l'ensemble de la région. Le Tchad est devenu victime des groupes terroristes parce qu'il est allé les combattre sur d'autres territoires, dans les pays voisins. Si le Tchad était un pays égoïste qui pensait uniquement à sa propre sécurité, il n'aurait pas envoyé ses troupes ailleurs. Et maintenant, il est en train de payer le prix. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, je voudrais joindre ma voix à celle de Monsieur le ministre pour dire que la communauté internationale doit se mobiliser. Le fait de pouvoir tenir cette réunion est très important afin de faire entendre les engagements de Monsieur le ministre en ce qui concerne toutes les questions, pas seulement parce qu'on est en train de regarder uniquement l'objectif 16, mais on doit regarder les autres objectifs. Qui parle de la mise en œuvre des objectifs 1, 2, 3, 4 jusqu'à 15? Non, parce qu'il n'y a pas que la gouvernance, il n'y a pas que la démocratie, il n'y a pas que les élections. Il faut nourrir, il faut éduquer, il faut soigner. Où sont les engagements pour ces aspects? Le Tchad est devenu un expert en matière de sécurité, pour les autres. Alors, maintenant, le Tchad a besoin que ceux qui apprécient le rôle de Tchad puissent investir, puissent contribuer dans les autres, le reste des objectifs de développement durable. Sinon, nous risquons d'avoir une Afrique centrale et Sahel encore plus déstabilisée, encore plus gangrénée par l'extrémisme violent des terroristes et toutes sortes de criminalité transfrontière. En ce qui concerne le Maroc, je peux vous dire, Monsieur le Président, et Monsieur le ministre du Tchad peut le confirmer, le Maroc a toujours été solidaire avec le Tchad. On a une feuille de route pour la coopération bilatérale. On a une feuille de route pour les investissements. Il y a des compagnies marocaines qui investissent. Il y a des compagnies de télécommunications. Il y a dans le domaine de l'agriculture, le tourisme, l'enseignement. On a des centaines d'étudiants tchadiens. On a des centaines, la formation des soldats. On coopère dans le domaine militaire. Tout cela parce que nous sommes solidaires. Et nous savons que bien que nous sommes en Afrique du Nord, ce qui arrive au Tchad risque de remonter encore plus. Nous avons vu ça en Libye et nous risquons d'être victimes si demain
la communauté internationale tout entière puisse se solidariser avec le Tchad pour son développement durable. Pas seulement pour lui donner des leçons. Faites des élections, faites venir X ou Y à notre commission de consolidation de la paix. Voilà, c'est un appel du cœur, Monsieur le Président, que je lance en faveur de notre pays frère, le Tchad. Je vous remercie. And Honorable Minister, most welcome to New York. It's a great honor to meet you here again after having the honor and pleasure of meeting you at your office in N'Djamena with my dear friend ASG Oscar and our colleagues from the PBSO. And indeed, I remember that at that time you mentioned that you are going to come to the Commission and to brief us here in the PBC. And I appreciate that you did what you mentioned. And this is very significant and very important, really, about the seriousness the government of Chad is addressing the different issues and different challenges. I appreciate the briefing which you gave to us. It highlighted very important aspects and articulated lots of different dimensions of the challenges faced by Chad. And I appreciate also the variable briefings by our dear friends from the Secretariat. Actually, now I want just to share a few things about the visit of Chad. Was really a first-hand experience to grasp important aspects. One of it is the importance of the direct contact. It's important to have direct contact and to have really understanding of what's happening on the ground. And there also we got more grasp about what we mean by national ownership and national leadership, which we talk a lot about it in our statements. But there, and when we talked with you, Honorable Minister, in N'Djamena, we understood what is the importance and significance of this, and how this leads to the effective implementation on the ground and leads to the results which we hope for. Also, we were more cognizant about the importance of coordination and the breaking the silos, and the new tasks assigned by the new country team within the UN reform, how the new team have new tasks to address and new challenges to face, and the new methods of work which they have to follow. Definitely also it is important to, or we were more cognizant about the complexities of the issues on the ground, that there is big interlinkage between the different dimensions of the challenges, and also there should be interlinkage between the solutions and how the manner, how we address the issues. It has to be comprehensive and cognizant about these interlinkages and complexities on the ground. I have to say that the challenges were more clear to us, but also the achievements and the efforts done by the government of Chad were also more clear to us. I want to recall that during Egypt's membership of the UN Security Council, the Council issued a presidential statement in January 2017, which emphasized the importance of the convening role of the Peace-Building Commission to work in collaboration with the UN Office of West Africa and Sahel to mobilize deeper commitment and partnership between the UN system, the countries of the Sahel, and other international and regional partners, with the view of advancing the implementation of the United Nations integrated strategy for the Sahel, and to adapting the strategy to the evolving needs of the region. And I think recalling this is important because we are in much need to really put this into action and into implementation. The importance of Chad in the Sahel region is quite obvious, and the importance of the Sahel region to the African Union and to the UN cannot be overstated. I would like to highlight also the importance of the PBC and the PBF as key to sustaining attention on the Sahel region and to ensuring more integrated and comprehensive approach to addressing the challenges facing the region and the root causes. I would like also to refer that Egypt currently, in its capacity as the African Vice Chair of the PBC and the current Chair of the African Union, is committed to lead the AU efforts to forge a genuine partnership
with the UN and our key partners of the Sahel region in support of a more coherent and action-oriented approach to the challenges facing the region. And in this vein, I want to refer that there was in Cairo, there was the Cairo High-Level Workshop on the operationalization and revitalization of the AU policy for post-conflict reconstruction and development in the Sahel. That was held in October 2018 and gathered all relevant stakeholders from the G5 Sahel countries, the AU Commission, the UN, and the key AU partners to launch the new AU Center on Post-Conflict Reconstruction and Development. And this center will make the Sahel its primary pilot engagement. Lastly, I would like to reiterate what was mentioned by the chair of the PBC and the ASG for PBSO about the continued commitment to sustain the international efforts toward peace, stability, and development in the Sahel with a view to advancing genuine collective political will at all levels, with the view to transfer our words into actions, to enhance the coordination and coherence of our work on the ground, and to achieve concrete, tangible outcomes on the ground. We need indeed success stories, and I think Chad should be one of these success stories. Thank you very much. Monsieur le Président, vous comprenez absolument l'émotion au fond de ma gorge parce que je prends la parole après ces interventions de, je crois, presque 10 pays et après les panélistes, de dire quelques mots avant tout à fait de passer peut-être à d'autres questions ou bien à d'autres interventions. Mais vous me permettrez, Mesdames et Messieurs, Vos Excellences, que je vous témoigne toute notre sensibilité à ce que nous avions entendu ici et là. Comment est-ce qu'on pourrait être imperméable à un tel témoignage des pays, frères et amis, même s'il existe encore de nombreux défis relevés ci et là, à travers certaines interventions. Mais là encore, nous avons constaté, nous avons eu le sentiment que ces défis relevés l'ont été dans le sens de renforcer plutôt les actions que le Tchad entreprend et met en œuvre. Je voudrais inviter les pays qui sont intervenus à accepter toute notre gratitude et aussi notre reconnaissance de ce que nous avons obligation à leur côté, mais obligation en tant que pays appartenant à ces zones-là, parce que notre position axiale et stratégique nous impose, n'est-ce pas, d'apporter notre contribution, alors même que nous n'avons pas beaucoup à donner. Évidemment, il nous arrive de poser cette question. Comment continuer à donner? Comment continuer à être solidaire lorsqu'on n'en a pas beaucoup? Mais on se rend compte que le peu qu'on donne, que nous essayons de donner, c'est ce qui tout à fait est notre contribution, modeste soit-elle, et c'est ce qui vient d'être reconnu, et nous en sommes tout à fait sensibles. Et nous voudrions réitérer notre disponibilité, comme je l'ai dit. Le Tchad ne va pas faillir. Le Tchad n'a pas attendu des ressources extérieures pour manifester sa solidarité. Le représentant permanent du Mali l'a dit. Je vais vous rappeler une question qui nous a été posée à l'intérieur de notre pays. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher au Mali? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher au Mali alors que vous êtes un pays d'Afrique centrale? Nous, on n'a même pas eu de réponse à donner parce qu'on ne s'était pas rendu compte que le Mali était plus loin de nous. Pour nous, le Mali, il est tout à fait à côté du Tchad. Le Mali est en le Tchad. Comme un jour, le Mali, le Cameroun, la Centrafrique, l'Égypte, tout le monde pourrait venir à notre aide. Pourquoi est-ce qu'on se poserait des questions à aller donner juste notre disponibilité? Trop de partenaires se posent tant de questions
sur des principes. Mais nous nous posons des questions pratiques. Pour nous, la gouvernance n'est pas exclusive tout à fait de la démarche politique ou économique du Tchad. La gouvernance est inclusive. Elle est dans notre gène, elle est dans notre démarche. C'est une exigence d'abord du Tchad. Et nos forces qui sont déployées, tant dans nos frontières qu'au-delà, sont invitées toujours à coopérer, sont toujours invitées à observer tout ce qui est, n'est-ce pas, droits humains, quand bien même sur le théâtre des opérations, il peut arriver un certain nombre de difficultés. Retenez aussi que dans ce contexte précis où le Tchad déploie 30% de ses ressources propres pour la sécurisation tant des frontières que l'appui des interventions à l'extérieur, eh bien, il nous est demandé en même temps de contribuer à hauteur de 4% dans le renforcement du capital humain. Et il nous est aussi demandé d'observer les ajustements budgétaires de par les engagements que nous avons vis-à-vis du Fonds monétaire international et des autres partenaires techniques et financiers. Évidemment, j'ai été l'une des interventions dans la salle, l'un des ambassadeurs a souhaité que tant le FMI que la Banque mondiale soient invités les prochaines fois à ces réunions-là, ces assises. Peut-être qu'ici, ces partenaires écouteraient un certain nombre, n'est-ce pas, de situations pratiques qui n'infligeraient pas leurs principes budgétaires, mais qui les amèneraient peut-être à intégrer un certain nombre de donnes. Pourquoi est-ce que je vous le dis? Parce que jusqu'à aujourd'hui, notre équilibre budgétaire exclut absolument les investissements sécuritaires que nous faisons. Les partenaires techniques et financiers, surtout, par exemple le FMI, ne considèrent pas que pour l'instant il s'agit de ressortir les questions budgétaires, du moins les investissements sécuritaires comme étant des dépenses qui devraient être prises en compte dans l'autre. Je sais que leur position évolue beaucoup ces derniers temps, mais il serait très intéressant aussi que dans de tels panels, que ces partenaires y soient pour tout à fait essayer d'intégrer un certain nombre de situations pratiques qui ne sont pas conformes quand on est ici à New York ou bien à Washington et qu'on regarde le terrain. J'ai aussi relevé que le plan national de développement du Tchad, qui est le plan consolidé par l'ensemble des partenaires techniques et financiers, je remercie le PNUD, je remercie l'Union européenne, le système des Nations unies, tous les pays, la France, et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, qui ont pris de leurs ressources pour appuyer le Tchad à organiser son plan national de développement et à présenter la table ronde à Paris, table ronde qui a mobilisé, disons, théoriquement 20 milliards. Et des 20 milliards aujourd'hui sont théoriquement, je ne vais pas paraphraser l'ambassadeur du Cameroun, le représentant permanent du Cameroun, il y a eu d'autres annonces à travers l'Alliance Sahel, le G5 Sahel, et tous les espaces où ces panels ont lieu, nous avons toujours enregistré des annonces. Et nous avons de terribles goulots d'étranglement, des difficultés sérieuses à mobiliser ces financements. Et les appuis budgétaires qu'on nous donne ne permettent pas de construire des infrastructures économiques et de développement. Pour un pays comme le Tchad, qui est doublement enclavé, je le dis toujours ainsi, un enclavement intérieur, un enclavement extérieur, parce que 1 284 000 km², c'est la superficie de mon pays. Pour le desservir de l'intérieur, sans infrastructure, n'est-ce pas, de qualité, je parle des infrastructures routières et tout ce qui est moyen pour desservir les zones d'approvisionnement et se connecter au marché, il va être difficile, n'est-ce pas, d'avoir une économie résiliente, une économie qui permette de financer les secteurs sociaux et autres. Et pour rallier le port le plus proche, c'est au moins 1000 km et c'est vers Douala. Donc tous nos investissements en matière économique se doublent, se triplent de tous ces goulots d'étranglement, de toutes ces, n'est-ce pas, ce qu'on appelle frontières, visibles ou non, qui empêchent le Tchad de se projeter et d'être un pays aussi, n'est-ce pas, comme les autres. Il y a un aspect très important, c'est aussi l'existence, comme l'a dit M. l'ambassadeur, aussi le représentant du Cameroun,
c'est un pays doté extrêmement riche, potentiellement, disais-je, mais qui manque de ressources pour valoriser, et évidemment, ces ressources potentielles qui existent. Le plan national était conçu pour cela, mais sans mobilisation de ressources pour sa mise en œuvre, nous allons nous retrouver d'année en année à épiloguer sur la cause du Tchad, à reconnaître son déploiement, à reconnaître son sacrifice, mais, eh bien, il n'y aura pas d'action en face qui puisse permettre, pas de compenser, nous ne demandons pas de compensation, nous demandons juste que, n'est-ce pas, des actions concrètes, des actions adaptées soient prises pour nous permettre d'aller de l'avant. Et j'ai entendu ici, vraiment, des plaidoyers, plus que ce que nous attendions. Et nous aurions aimé que, cette fois-ci au moins, de ces témoignages, que cette fois-ci au moins, aux côtés du Tchad, se mettent des partenaires résolument et concrètement, avec des ressources requises pour lui permettre, ne serait-ce que eh bien, des 30% déployés pour la sécurisation, puissent permettre, n'est-ce pas, d'aller vers les secteurs sociaux, la santé, l'éducation, les services sociaux. Parce que ça, des hommes et des femmes capables, nous ne pourrions pas, quel que soit le niveau d'investissement que vous allez nous aider à obtenir, nous ne pourrions pas parvenir au développement attendu. Les ambitions du plan national de développement dépendent aussi de l'accompagnement de qualité que vous, partenaires, serez amenés un jour à nous accorder. Et nous ne doutons point, quelles que soient les réticences, que plus les gens comprennent la situation du Tchad, mieux ils vont se mettre à nos côtés. Nous souffrons encore de cette image des pays de guerre, des pays qui n'avancent pas beaucoup. Bon, je ne vois pas quelqu'un qui aimerait vivre dans la guerre. Je ne sais pas où est-ce que vous en voyez. Nous n'aimons pas la guerre. Nous ne la faisons pas, nous la subissons. Et aujourd'hui, cette guerre que nous subissons se double, n'est-ce pas, de cette guerre asymétrique imposée par cet ennemi invisible, le Boko Haram. Si lutter contre Boko Haram est une situation facile, des pays dotés de meilleurs moyens que nous auraient pu vaincre le terrorisme. Nous sommes tous dans la même situation. Et ce que nous faisons dans le bassin du lac Tchad est un investissement international, est un investissement de la communauté internationale. Et il faut que nous nous mettions ensemble. Si nous ne le faisons pas, vous êtes convaincus que, eh bien, nous allons gérer absolument les dividendes ensemble. Et comment est-ce qu'on peut gérer les dividendes ensemble avec ce qu'on n'a pas pu gérer ensemble dès le départ? Donc cette solidarité doit être agissante. Ce n'est pas qu'une solidarité pour aider le Tchad. C'est de manière anticipative que les partenaires doivent, n'est-ce pas, juguler le terrorisme là où il se trouve, pour éviter qu'il franchisse la Méditerranée. Vous le savez mieux d'ailleurs. Et donc, pour les élections, que ce soit pour l'espace politique, pour lesquels nous avons pris bonne note de volonté des partenaires que nous puissions accélérer, renforcer ce qui est fait, je rappelle que le Tchad n'a pas sollicité, n'a pas attendu, n'est-ce pas, des partenaires que de prendre des dispositions requises, telles que par exemple la création d'un espace où l'opposition et la majorité se retrouvent pour discuter des questions électorales. Évidemment, aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, tant l'opposition que la majorité, se retrouvent dans un dialogue politique qui a permis d'aboutir à la mise en place de notre CENI actuelle. Et la CENI actuelle est en train de préparer un calendrier. Et le chef de l'État, je me souviens hier, le président de la République lui-même, participant au sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey, l'a rappelé. Sa volonté à lui serait que ces élections se passent le plus rapidement et de la manière la plus transparente possible. L'agenda, le calendrier appartient à la CENI, qui est une commission indépendante. Et le PNUD ici, dont je salue l'action de l'Union européenne, qui a annoncé 11 millions de dollars et qui est disponible à la mobiliser. Autant le PNUD qui a déjà même engagé de financement de départ pour permettre au bureau politique, bureau permanent des élections et à la CENI de commencer à préparer au meilleur possible ces élections. Eh bien, tous ces processus être préparés avec l'accompagnement de vos représentants au Tchad, tant le système des Nations Unies, tant l'Union européenne que des pays tels que la France, tels que l'Allemagne et les autres que je salue. Nous voudrions beaucoup nous excuser plus tard qu'au moins on a engagé ces processus, mais perfectibles, avec des erreurs que cela peut comporter. Mais nous n'aurons pas d'excuses à refuser d'engager quoi que ce soit. Et pour l'instant, le Tchad a montré patte blanche, le Tchad a fait ce qu'il faut, avec les difficultés qui sont les tiennes,
comment est-ce que nous pouvons en même temps nous focaliser sur la gouvernance que certains attendent et que nous faisons comme nous faisons ce que nous pouvons, et en même temps être en train, n'est-ce pas, de déployer le peu de ressources qui nous permettraient de donner des réponses immédiates à nos populations. Parce que quel que soit le niveau de gouvernance, quel que soit le niveau de dialogue que le Tchad va offrir à sa population, s'il n'y a pas de réponse sociale immédiate, vous pourrez, comme on le dit en Afrique, un sac vide ne se tient pas debout. Vous allez dialoguer avec des gens qui ont besoin de réponses tout de suite, de réponses de santé, réponses, n'est-ce pas, alimentaires, nutritionnelles, des réponses en matière d'éducation. C'est le minimum que nous puissions donner aux gens. Mais quand on a un budget autour de 1 500 milliards de francs CFA, dont 30% vont dans la sécurisation, comme on l'a dit, et que si nous prenons encore 30 autres % pour les secteurs sociaux, il est évident que nous manquions de ressources pour, n'est-ce pas, donner des réponses à l'ensemble des demandes face auxquelles nous nous trouvons. Donc nous voudrions simplement reconnaître, n'est-ce pas, que la communauté ici présente accompagne le Tchad et elle est disposée à renforcer son accompagnement. Et je voudrais en retour vous remercier et concrètement que vous puissiez vous mettre à nos côtés. Nous allons porter ce que nous avons entendu à la hiérarchie et nous sommes disponibles à poursuivre le dialogue avec les partenaires pour, n'est-ce pas, assainir, renforcer le dialogue politique avec l'opposition, avec la société civile et d'ouvrir l'espace, de continuer à ouvrir l'espace politique parce qu'au Tchad, nous avons un espace d'expression, ne serait-ce qu'à travers les journaux privés qui paraissent dans notre pays. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, taxer le Tchad de fermeture de l'espace politique. Donc, je voudrais vraiment, sur ces mots, rassurer les partenaires qu'en même temps, ils tiendront à les promesses à renforcer les investissements. Nous aussi, nous prendrions des dispositions pour accélérer les réformes coûteuses, les réformes très coûteuses que le Tchad a mises en œuvre. C'est le premier pays, peut-être, qui prend une loi pour interdire le mariage des mineurs. C'est un pays où le chef de l'État, chaque mois, chaque 24 du mois, tient une réunion sur la santé. C'est un pays où chaque semaine, le chef de l'État lui-même s'oblige à tenir des réunions pour, n'est-ce pas, la maîtrise des dépenses publiques et des investissements. Nous ne pouvons pas dire que ce sont n'est-ce pas, que des essais. Ce sont en réalité des réformes que nous avons engagées. Reste à ce que les appuis multiformes que vous allez nous donner aident à consolider ce que nous faisons. Et nous espérerions un jour être aussi comme certains pays normaux. D'ailleurs, nous sommes un pays normal. Pourquoi est-ce que je voudrais dire autrement dit? Donc, merci, Monsieur le Président, de m'offrir cette opportunité de faire ces commentaires très importants et de renforcer, de solliciter des partenaires qu'il ait une image du Tchad plus réelle, plus réaliste, que davantage, n'est-ce pas, ce qui nous colle à la peau et qui parfois est, n'est-ce pas, une communication, comme certains le disent, de poubelle. Et ça n'arrange pas le climat des affaires au Tchad, ça n'arrange pas la mise en œuvre du plan national de développement. Alors donc, si vous voulez aider le Tchad, vous pouvez le faire avec des critiques positives, constructives, comme je viens d'entendre, et que nous intégrons dans nos démarches. Et en retour, je vous remercie. Je voudrais vraiment être très reconnaissant de cet espace qui nous est offert de prendre la parole et de fixer le cadre de notre futur. Et notre futur dépend de nous. Nous voudrions bien l'assumer. Et les partenaires ne peuvent que nous apporter l'appui à leur desiderata. S'ils ne le font pas, nous n'attendrions pas que ça soit fait pour avancer. Nous allons avancer jusqu'à ce qu'ils comprennent la nécessité de consolider notre avancement. Merci beaucoup.